Bonjour, je suis Eloube Emile et nous entamons là la deuxième vidéo faisant suite à la première relative au TP, scripting et Linux et PowerShell. Nous nous rappelons notre base de travail. C'est ce document dans lequel nous avons listé la topologie avec laquelle nous allons travailler, notamment avec notre topologie à ce niveau et la reconnaissance Active Directory que nous allons utiliser. Donc, nous allons venir tout de suite à notre environnement qui a déjà été préparé. Là, lors de la dernière vidéo, il était question de procéder à l'installation des systèmes. Donc, nous avions un serveur Active Directory sur Windows Server 2016 qu'on devait installer. Et ensuite, nous avions des clients, ce qui devait correspondre exactement à cette architecture. Notre serveur étant là et les clients existants. Donc, en revenant à notre environnement VMware Workstation, vous verrez que nous avons deux groupes de machines virtuelles. Nous avons les premières dans lesquelles nous allons effectuer les configurations en utilisant le mode graphique et le deuxième où nous allons effectuer les mêmes configurations en utilisant des commandes PowerShell. Donc, sans plus tarder, nous allons immédiatement procéder à la suite du document pour voir quels sont les travaux qui nous sont demandés. Déjà, pour nous assurer que l'environnement en question correspond bien à celui de notre schéma, nous vérifions que nos 4 équipements, nos 4 terminaux sont bien connectés à un même réseau physique, ce qui correspondrait à les connecter toutes à ce switch tel que défini au niveau de la figure. Donc, je peux constater ici, au niveau des paramètres de la machine virtuelle, du serveur virtuel, je vais voir ses propriétés et je vais réaliser que je l'ai mis dans le VMnet 14 qui est le réseau personnalisé que j'ai créé à l'effet de cet exercice. Je vérifie que les autres ordinateurs appartiennent à ce même segment réseau, ce qui correspondrait à dire que physiquement, les équipements sont connectés au même switch. OK, là c'est correct. À chaque fois, je vérifie les propriétés. Et effectivement, tous mes ordinateurs sont sur le même switch. Donc là, sur la figure, vous voyez que les ordinateurs ont chacun un nom qui est différent du nom que nous avons ici. Je rappelle que sur l'interface VMware, nous avons des noms indicatifs qui nous permettent, quand nous ouvrons notre interface VMware, de nous rappeler à quoi nous servait la machine virtuelle, mais qui n'ont rien à voir avec le nom de la machine virtuelle sur le plan logique au niveau de son système d'exploitation. Cependant, pour la conformité de notre exercice, pour nous rappeler quel est le rôle de chacun des ordinateurs, nous allons leur donner le même nom qui sera mis au niveau du système. Donc là, j'appelle ce PC Student. J'appelle le suivant PC Teacher. Et le troisième, nous allons l'appeler PC Staff. Donc tout de suite, sans plus tarder, nous allons démarrer notre serveur virtuel pour procéder aux tâches qui sont demandées. Alors nous allons d'abord aller vérifier quelles sont les tâches qui nous sont demandées. Nous devions préparer l'environnement, créer les machines virtuelles au niveau du PC du serveur, installer les systèmes, intégrer les machines virtuelles dans le même segment réseau, c'est fait. Donc là, nous allons procéder au renommage et à l'adressage de notre serveur. Donc tout de suite, nous allons allumer le serveur pour procéder tel que demandé à son renommage et à son adressage. Nous démarrons donc notre serveur.
met du temps à démarrer. Ok. Nous entrons notre mot de passe administrateur une fois qu'il nous sera demandé. Parfait. La session est ouverte. Nous devons en première tâche renommer notre serveur et ensuite nous allons lui attribuer une adresse IP statique. Donc, nous mettons là au niveau de notre serveur. Et la méthode pour renommer l'ordinateur en mode graphique, puisque c'est le cadre de cette vidéo. Nous cliquons sur notre explorateur de fichiers là, qui va s'ouvrir dans très peu de temps. Nous y voilà, et puis nous avons ce PC, nous effectuons un clic droit sur ce PC, et nous avons les propriétés. Cela nous renvoie immédiatement au niveau des propriétés système, où nous avons des informations sur notre serveur. Eh bien, nous voyons actuellement, voilà le nom que porte notre serveur. Donc, nom complet de l'ordinateur. Description, il appartient au groupe de travail ou au groupe. Donc, nous allons en modifier les paramètres. Bien sûr, c'est une tâche qui requiert des droits administrateurs. Et comme nous sommes logués en tant qu'administrateur, nous aurons le droit d'effectuer ces changements. Notre serveur doit s'appeler SRV et SIAC, tel que défini dans l'énoncé du travail pratique. Nous validons. Le système nous signale qu'il faudra redémarrer le système pour que ce changement soit effectif. Nous fermons et nous avons le choix de redémarrer ultérieurement ou de redémarrer immédiatement. Donc nous choisissons de redémarrer ultérieurement, le temps pour nous d'effectuer la configuration statique de l'adressage IP sur notre serveur. Donc pour ce qui est de la configuration réseau, nous venons ici au niveau de l'icône réseau qui apparaît. Nous effectuons un clic droit et nous avons là ouvrir le centre de réseau de partage. Nous cliquons à ce niveau et ensuite nous avons une nouvelle interface qui apparaît et là nous avons un menu à gauche qui nous propose de modifier les paramètres de la carte. Nous cliquons dessus et immédiatement nous avons là la carte réseau de notre serveur. Si vous en avez plusieurs dans votre serveur, vous les verrez toutes apparaître là. Dans notre cas, nous avons une seule carte réseau et c'est elle qui apparaît. Nous effectuons un clic droit. Nous allons sur les propriétés et nous aurons un ensemble d'informations au nombre desquelles figure la pile de protocole IPv4 et c'est à ce niveau que nous allons entrer l'adresse IP en cliquant d'abord sur IPv4 puis en cliquant sur propriété et nous avons dans ce champ où nous mettons l'adresse IP telle que demandée dans l'énoncé 172.16.1.254. Le masque de sous-réseau, nous sommes en /24 en notation CIDR, donc c'est 255.255.255.0. Ce serveur sera celui qui nous servira également de serveur DHCP, alors nous lui demandons pour les requêtes DHCP de pointer sur lui-même. Pour cela, nous mettons l'adresse de loopback Windows qui est connue 127.0.0.1. Puis nous validons. Nous pourrons donc dès lors redémarrer notre équipement, pas pour la configuration IP statique qui n'a pas besoin que le système soit redémarré, mais pour que soit effectif le changement de nom que nous avons effectué tout à l'heure. Donc, nous procédons immédiatement au démarrage de notre système et pour ne pas rallonger la vidéo, nous allons la pauser le temps que le système redémarre entièrement. À tout de suite. Ok, notre serveur est de nouveau démarré.
nous y entrons comme tout à l'heure en entrant le mot de passe administrateur. Ok, nous jetons un coup d'œil rapide sur la suite des tâches demandées. Il nous est demandé là, en troisième étape, d'ajouter des rôles à DDS et DNS. Nous notons que tel qu'il a été mentionné dans le cours, le rôle DNS dans le cas d'un contrôleur de domaine ayant les deux rôles n'a pas besoin d'être ajouté de façon spécifique. Donc nous irons ajouter simplement le rôle ADDS et implicitement il sera accompagné par l'ajout du rôle DNS. Donc là nous avons notre serveur qui a démarré et nous avons le gestionnaire de serveur qui s'ouvre et qui nous affiche son tableau de bord. Immédiatement nous pourrons aller à ajout de rôle et fonctionnalités. Nous avons l'assistant d'ajout de rôle et fonctionnalités qui apparaît. Nous allons poursuivre. Je vous recommande, tel que je l'ai déjà dit, de lire ces informations au moins une fois dans votre vie. Donc, nous choisissons le type d'installation, installation basée sur le rôle de la fonctionnalité. Ensuite, nous sélectionnons le serveur sur lequel nous voulons faire cette installation. C'est sur notre serveur local, puisqu'on peut noter que c'est possible de le faire sur un serveur distant. Dans notre cas, c'est sur notre serveur local, qui bien sûr porte déjà le nom srv-isiac.local. Pour nous assurer qu'il s'agit bien de lui, je peux cliquer, ça c'est une parenthèse, sur l'explorateur de fichiers tel qu'on était tout à l'heure, faire un clic droit sur ce PC, aller sur les propriétés, et vous verrez qu'il porte déjà le nom srv-isiac tel que demandé. Nous pouvons refermer et continuer tranquillement notre ajout de rôle en cliquant sur suivant. Puis nous venons dans la liste des rôles qui nous sont proposés pour le serveur et là nous avons service ADDS. Donc il s'agit bien du rôle que nous voulons ajouter au serveur. Nous confirmons sur ajouter fonctionnalité. Nous voyons bien que le rôle est coché maintenant et puis nous allons sur suivant. Ici au niveau de fonctionnalité nous n'avons rien à sélectionner. Nous poursuivons. Également à ce niveau, nous n'avons besoin de relation avec Office 365 dans le cadre de notre exercice, donc il n'y a rien à modifier. Nous allons sur suivant et puis nous cliquons sur installer. Le processus d'ajout de rôle se met immédiatement en marche et nous verrons l'évolution de la barre. Nous espérons que ce sera assez rapide pour ne pas rallonger la vidéo. Comme vous le voyez, vous avez un message installation démarrée sur srv-isiac qui apparaît à ce niveau et qui vous stipule bien évidemment que le processus d'ajout de rôle ADDS sur votre serveur est entamé. Et là, vous avez une barre qui vous permet de voir la progression. Là, nous sommes sensiblement à 10%. Donc, nous allons patienter que la progression arrive à son terme. Nous allons essayer d'économiser quelques secondes en mettant la vidéo à pause. Nous revenons et notre installation est terminée. La configuration requise, installation réussie sur srv-isiac. Et là, une fois l'installation terminée, nous remarquons qu'au niveau de notre gestionnaire de serveur, au niveau de son tableau de bord, nous avons un point d'exclamation qui est apparu. Donc, avant d'y aller, nous rentrons sur la fenêtre sur l'assistant d'ajout de rôle et fonctionnalités. Et puis là, nous avons un petit lien qui nous propose d'exporter les paramètres de la configuration. Ce process n'a rien à voir, ce lien n'a rien à voir avec le processus d'installation, d'ajout de rôle qui est terminé. Mais nous cliquons dessus pour que vous voyez qu'il s'agit là d'exporter les informations relatives aux commandes PowerShell nécessaires pour effectuer la même tâche. Là, je peux simplement placer le curseur et vous verrez que vous avez là la commande PowerShell correspondante à la tâche que nous venons d'exécuter. Donc là, vous voyez Install Windows Future et vous avez config file path exported config.xml. Ça, en fait, c'est si nous voulons extraire la suite de commandes
des commandes qui ont été exécutées sur un fichier XML. Nous n'allons pas le faire, nous ne sommes pas dans le cadre de PowerShell, nous sommes dans le cadre des installations graphiques. Alors nous fermons pour fermer l'assistant d'ajout de rôle et fonctionnalités. Nous venons maintenant au niveau de notre point d'exclamation qui est apparu en jaune. C'est une notification d'avertissement. Nous cliquons dessus et puis nous voyons qu'il nous propose de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Ce qui est l'étape suivante qui nous est demandée dans notre énoncé, à savoir 4. Création du domaine TIC.local et promotion du serveur en contrôleur de domaine. À ce stade, ce que nous avons fait, c'est simplement d'ajouter le rôle Active Directory à notre serveur, ce qui n'en fait pas un contrôleur de domaine. Ce qui fera de ce serveur un contrôleur de domaine, c'est quand nous l'aurons promu en contrôleur de domaine, et nous y allons tout de suite en cliquant sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, les notions de domaine et forêt, nous en avons parlé en cours. Ici, nous allons créer une nouvelle forêt car nous ne voulons pas nous joindre à un domaine existant ou encore moins une forêt existante. Donc, notre serveur étant le premier serveur d'un nouveau domaine que nous créons, il sera la racine de la forêt. Et donc, c'est lui qui crée la forêt. Donc, c'est le premier app de la forêt. Et donc, nous cliquons sur ajouter une nouvelle forêt et puis nous donnons le nom du domaine que nous avons choisi, à savoir tic.local, qui est le nom de la racine. Et puis, nous cliquons sur suivant. Ensuite, au niveau de la prochaine fenêtre, le niveau fonctionnel nous est demandé. Le niveau fonctionnel, nous en avons parlé également. Il s'agit de savoir le niveau de fonctionnalité qui doit être pris en compte dans votre domaine, car vous pouvez avoir des serveurs qui sont sous différents systèmes d'exploitation Windows et qui n'auront pas le même niveau fonctionnel. Il vous est recommandé d'avoir comme niveau fonctionnel le niveau du serveur le plus bas dans votre domaine. Donc, si on avait des serveurs, par exemple, sur Windows Server 2012 R2, il serait recommandé de mettre ce niveau fonctionnel au niveau du Windows Server 2012 R2 pour que ces serveurs-là puissent comprendre toutes les instructions qu'ils auraient échangées avec les serveurs sur Windows Server 2016. Donc, le mot de passe qui vous a demandé ici, c'est un mot de passe de restauration des services d'annuaire que vous utiliserez au cas où votre domaine ou votre forêt a un problème et que vous devez effectuer une restauration. Je mentionnerai qu'il ne s'agit pas du mot de passe du compte administrateur qui lui peut changer. Et le fait de changer le mot de passe de votre compte administrateur du domaine ne change pas ce mot de passe de restauration, ce qui suppose que si vous l'oubliez et que vous avez besoin plus tard d'effectuer une restauration de service d'annuaire, vous ne pourrez pas. Alors, choisissez un mot de passe et retenez-le parfaitement en cas de besoin, pour l'utiliser en cas de besoin. Bien sûr, notre serveur sera un catalogue global et bien sûr, il intègre le rôle de serveur DNS. Donc, nous poursuivons. Et puis, nous avons un avertissement qui nous dit qu'il est impossible de créer une délégation DNS car la zone parente faisant autorité. La zone parente faisant autorité est introuvable, n'exécute pas de serveur DNS. C'est un avertissement qui, dans le cadre de notre exercice, n'est pas bloquant et que vous rencontrerez souvent. Pour le premier serveur d'un contrôleur de domaine, tel que vous avez l'habitude de l'installer, qui intègre les deux parties et que le premier de la forêt, ce système n'est pas bloquant. Cet avertissement n'est pas bloquant et ne nous posera pas de problème dans la suite. Donc nous pouvons poursuivre. Le nom NetBIOS, le nom de domaine NetBIOS nous est proposé. Nous allons laisser le nom NetBIOS par défaut TIC et nous poursuivons. Bien sûr, nous avons les emplacements par défaut pour le stockage de la base de données des fichiers réseau et des dossiers sysvol. Pas besoin de les modifier, sauf si vous avez des compétences avérées au niveau de la manipulation Active Directory. Là, nous avons un résumé de ce que nous venons de faire. Et là, nous pouvons également, si nous le voulons, afficher le script PowerShell correspondant. Donc, pas besoin, nous pouvons simplement enregistrer le fichier
que nous pourrons utiliser plus tard. Donc, dans la deuxième partie qui aura pour but d'effectuer les mêmes tâches en PowerShell. Donc, nous poursuivons. Donc là, vous avez l'avertissement qui vous signale que le serveur pourrait être démarré automatiquement à l'issue de l'opération de promotion. Donc, là où nous avons le résumé avec divers avertissements qui, parfois, ne sont pas bloquants. Donc, nous cliquons sur Installer pour que le processus de promotion du serveur en contrôleur de domaine avance. Donc là, nous allons regarder l'état de la progression jusqu'au redémarrage du système qui se fera. Là, vous avez les différents messages sur les tâches qui sont effectuées au fur et à mesure, le nombre d'objets qui sont créés. Là, par exemple, vous voyez au fur et à mesure. L'annuaire est en train de se structurer pour effectivement que votre contrôleur de domaine devienne effectivement un service d'annuaire tel que son rôle le lui impose. Donc là, nous sommes toujours au niveau de l'état d'avancement. Et voilà, le serveur va procéder au redémarrage. Très probablement. D'autres petits avertissements que nous avons reçus tout à l'heure. Voilà. Le serveur redémarre automatiquement. Et compte tenu des rôles qui viennent de lui être ajoutés, son temps de redémarrage se rallonge un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même. Donc du coup, une fois encore, nous allons poser la vidéo jusqu'à son redémarrage. Notre serveur de nouveau démarrer. Nous allons bien sûr monter son mot de passe. Ok, là une petite remarque que vous pouvez faire, c'est que maintenant le nom de l'administrateur apparaît précédé de TIC anti-slash, ce qui prouve bien que nous sommes dans le domaine TIC que nous avons créé tout à l'heure. Donc le nom de domaine précède dorénavant le nom de l'utilisateur au niveau du serveur. Donc nous entrons le mot de passe du compte administrateur du domaine. À titre de rappel, le même mot de passe que nous utilisions en tant que mot de passe du compte local au niveau de notre serveur avant qu'il soit un contrôleur de domaine est converti en mot de passe de l'administrateur du domaine, ce qui veut dire que c'est le même mot de passe que nous utilisons et ça ne pose absolument aucun problème, au moins que maintenant nous procédions au changement du mot de passe de l'administrateur du domaine par défaut qui est administrateur. Donc le compte de domaine, le compte administrateur local est devenu en même temps compte du domaine dans le nouveau domaine que nous avons créé. Notre serveur démarre et là nous avons notre tableau de bord, notre tableau de bord de notre gestionnaire de serveur qui apparaît. Là, nous pouvons voir au niveau du menu outils. C'est vrai que nous ne l'avons pas exploré avant, mais si nous l'avions fait, nous aurons remarqué qu'il y avait des informations qui n'étaient pas là et qui viennent d'apparaître. Au nombre de ces informations, nous avons par exemple le centre d'administration Active Directory qui n'était pas là, qui est apparu. Nous avons DNS, nous avons un élément clé qui est le
le composant logiciel affichable, utilisateur et ordinateur Active Directory, le voilà, que nous allons très souvent utiliser. Nous pouvons cliquer dessus. C'est lui qui nous permettra de voir l'interface avec laquelle nous travaillerons très souvent. Donc là, nous avons notre TIC.local qui apparaît, ce qui prouve que notre domaine est bel et bien créé. Puis si nous déroulons le menu, nous voyons les unités d'organisation existantes. Ça, ce sont les unités d'organisation qui, par défaut, viennent avec notre contrôleur de domaine quand nous l'installons. Donc, si nous allons par exemple sur l'unité d'organisation Domain Controllers, nous voyons que notre SRV ESIAC y apparaît en tant que contrôleur de domaine. Donc, c'est le seul contrôleur de domaine que nous avons dans notre domaine actuellement. Et donc, il apparaît dans l'unité d'organisation correspondante. Nous avons des utilisateurs par défaut qui sont créés avec notre contrôleur de domaine quand nous le mettons en place. Voilà, nous avons le compte administrateur et ici nous étendons la description. Nous voyons que il a pour description compte utilisateur d'administration. Partout où nous avons d'un double personnage en icône, il s'agit des groupes. Il existe aussi des groupes par défaut qui existent. Donc le seul utilisateur existant et actif à l'état actuel est le compte administrateur. Nous avons certains comptes invités, mais la petite flèche en noir là a pour rôle de montrer qu'il est actuellement désactivé. Donc voilà les utilisateurs que nous avons par défaut. Voilà les unités d'organisation que nous avons par défaut dans notre système. Et dans la suite, nous allons procéder à la création des unités d'organisation telles que demandé dans notre énoncé. Donc nous retournons donc sur l'énoncé en question et nous voyons qu'en étape 5, il nous est demandé d'ajouter le rôle DHCP à notre serveur en 5e tâche, puis en 6e d'autoriser l'étendue dans le domaine TIC.local. Ok, donc autoriser le service DHCP plutôt. Donc on pourrait le corriger plus tard au niveau du fichier. Donc nous allons immédiatement procéder à l'ajout du rôle DHCP. Le procédé est le même. Nous allons au niveau de notre gestionnaire de serveur, s'il n'apparaît pas par défaut, nous pouvons l'avoir là. Nous avons l'ajout et rôle de fonctionnalité où nous sommes allés tout à l'heure. Nous avons cliqué Choto pour le message d'erreur. Voilà, maintenant nous pouvons y aller. Le même assistant d'ajout de rôle apparaît. Nous y allons, c'est une interface que vous connaissez. On va essayer d'aller un peu plus vite. Nous installons sur notre serveur toujours. Et puis nous choisissons le rôle serveur DHCP. Voilà. Nous ajoutons la fonctionnalité, puis nous allons sur suivant. Fonctionnalité, pas besoin d'y aller. Suivant, suivant. Et puis nous allons sur installer. Comme tout à l'heure, nous aurons la barre de progression avec un petit message relatif à la tâche qui s'exécute au moment donné. Donc nous allons patienter que l'installation du rôle DHCP se fasse au niveau de notre serveur, ce qui en fera un serveur qui pourra distribuer des adresses de façon automatique à des clients en fonction de l'étendue que nous allons créer tout à l'heure, qui fait partie des étapes qui vont suivre au niveau de l'énoncé de notre travail pratique. Donc l'installation avançant assez vite, nous y sommes presque. Voilà, configuration requise, installation réussie sur SRV ici. Donc le rôle serveur DHCP est déjà actif sur notre serveur, et là nous avons encore une fois de plus un point d'exclamation qui apparaît dans un triangle jaune. Nous cliquons dessus et là nous avons la proposition de terminer la configuration DHCP que nous avions aussi dans la dernière fenêtre de l'assistant d'ajout de rôle. On n'a juste pas fait attention à cliquer sur fermer, mais cette proposition y est aussi. Donc si nous cliquons là, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande ça nous dit ce qui sera fait. Donc il y aura
les groupes de sécurité pour la délégation de l'administration du serveur DHCP qui seront créés. Il y aura un groupe administrateur DHCP et un groupe utilisateur DHCP qui seront créés par cette action que nous sommes en train de mener actuellement. Voilà. Donc nous suivons. Et puis, il nous est demandé d'autoriser le serveur DHCP dans les services ADDS. Je vous recommande de le faire dans la plupart des cas, sauf si vous avez une raison particulière de ne pas le faire, ou sauf si vous avez une maîtrise parfaite de votre infrastructure et des buts que vous souhaitez atteindre. Donc, dans notre cas, nous allons évidemment autoriser en utilisant le compte de l'administrateur du domaine. Les groupes de sécurité ont été créés et nous pouvons fermer. Donc là, nous voyons que notre point d'exclamation a disparu. Donc, si nous venons également encore dans Outils, nous verrons que nous avons DHCP qui est apparu. Il n'était pas là tout à l'heure, si vous avez prêté attention. Donc, prochaine étape de notre énoncé, il s'agit de créer l'étendue. Nous venons là d'ajouter le rôle DHCP et d'autoriser le serveur DHCP. Le rôle DHCP dans le domaine TIC.local. Là maintenant, nous allons procéder à la création d'une étendue LAN et SIAC sur le segment réseau 172.16.1.0. Ça voudra dire que les autres auxquels les adresses seront attribuées, les adresses seront prises au niveau de ce segment réseau. Donc, pour l'ajout, pour la création de l'étendue, je viens donc sur Outils. Je clique sur DHCP. Là, j'ai une fenêtre qui apparaît, je l'agrandis. Je viens en mode plan écran pour une meilleure visibilité. Là, dans mon menu DHCP, je vois également que j'ai mon domaine qui apparaît, TIC.local, précédé du nom de mon serveur. Je peux dérouler là. J'ai deux protocoles IPv4 et IPv6. Dans le cadre de votre cours, nous n'aurons affaire qu'au protocole IPv4. Et donc, pour créer une étendue, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un clic droit sur IPv4 et vous avez la nouvelle étendue. Vous créez l'étendue en question. Vous avez l'assistant de création d'étendue qui apparaît. Vous cliquez sur suivant. Bien sûr, je vous recommanderais toujours de lire chaque fois. Le nom de notre étendue, nous avons choisi de donner LAN et SIAC. Vous pouvez ajouter une description qui vous permet de vous rappeler quel est le rôle de votre étendue. Donc, vous pouvez la mettre LAN de mon siège, par exemple. Vous cliquez sur suivant et puis vous devez donner une adresse de début et une adresse de fin qui définit la plage que vous voulez autoriser le serveur à distribuer. Donc, je lui demande d'autoriser de distribuer de 172.16.1.1 à 172.16.1.254. Donc, je lui demande de distribuer toutes les plages, toutes les adresses utilisables de la plage, du segment réseau. Bien sûr, pour que ce soit vrai, il faut que le masque de sous-réseau soit correct. 255 3 fois, au cas où vous l'aurez oublié. Nous n'allons pas prendre le masque par défaut de la classe B. Donc, nous sommes bien là. Et puis, nous pourrons cliquer sur suivant. Exclusion. L'ajout des exclusions, il s'agit là des adresses dans la plage que nous avons définie précédemment, que nous souhaitons cependant que le serveur ne distribue pas. C'est par exemple les adresses que nous utilisons pour d'autres serveurs statiques dans le même réseau, ou pour des routeurs, ou pour d'autres équipements réseau. Donc là, si je reviens sur notre énoncé, vous vous rappelez que nous avions prévu en étape 8 d'ajouter une exclusion pour les adresses allant de .240 à .254. Nous allons donc entrer là les adresses qui vont de 240 à 254. 240 et puis là 172.1.254. Donc là, n'oubliez pas de cliquer sur ajouter et là la plage d'exclusion sera fonctionnelle. Vous pouvez également ajouter une autre plage au cas où
vous avez des plages d'exclusion qui ne sont pas contiguës. Vous pouvez sélectionner une nouvelle plage et cliquer sur ajouter. Elle sera ajoutée à la liste correspondante et les adresses de ce segment d'exclusion ne seront pas diffusées. Cliquons ensuite sur suivant et puis nous voyons là le bail qui définit la durée pendant laquelle l'adresse qui sera attribuée au client restera valide pour ce client-là. Donc, nous allons sur suivant et puis il vous est demandé si vous voulez configurer les options d'étendue maintenant. Les options d'étendue, ce sont des paramètres de réseau qui, en plus de l'adresse IP et du masque de sous-réseau, seront distribués au client. Donc, un client, quand je configure les options, quand je configure le HCP, il reçoit du serveur une adresse IP qu'il va prendre lui-même, qui lui est attribuée avec son masque de sous-réseau. Mais il peut recevoir d'autres informations, par exemple, savoir quel est le routeur qu'il doit utiliser pour communiquer avec des réseaux distants, savoir quel est le serveur DNS de son réseau. Donc, c'est des informations qui sont mises en option et qui peuvent être diffusées au client pour des besoins spécifiques. Donc, bien sûr, nous allons configurer les options de DHCP maintenant. L'option routeur passerelle par défaut, nous n'aurons pas de passerelle par défaut dans le cas de notre exercice puisque nous n'avons pas de routeur. Donc, nous poursuivons. Par contre, serveur DNS, nous avons par défaut ce serveur qui se propose lui-même en tant que serveur DNS. C'est une bonne chose. C'est lui que nous allons utiliser comme serveur DNS et il nous propose également le domaine parent qui est TIC.local et qui est bien sûr le domaine que nous voulons. Donc là, les clients qui recevront les adresses IP, une configuration IP la recevront avec comme adresse de serveur DNS 172.16.1.254 et comme nom d'identification du réseau TIC.local. Nous poursuivons, serveur Win, nous n'en avons pas, nous poursuivons. Et il nous est demandé si nous voulons activer l'étendue immédiatement. Oui, nous voulons l'activer immédiatement, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez créer plusieurs étendues et les activer au gré des besoins de votre infrastructure. Donc, nous avons terminé. Et là, tout y est. Nous avons remarqué que maintenant, au niveau de IPv4, nous avons un dossier étendu qui est apparu. Et là, nous avons le nom LAN SIA qui correspond au nom que nous avons donné à nos étendues. Et bien sûr, entre crochets, nous avons le segment réseau correspondant 172.16.1.0. Nous pouvons également dérouler là pour avoir d'autres informations sur le pool d'adresses et les exclusions. Là, ça vous montre les adresses qui seront distribuées, celles qui sont tout de même exclues du segment distribué. Et bien sûr, vous pouvez double-cliquer dessus. Pardon, faire un clic droit sur votre étendue et aller sur les propriétés si pour des besoins spécifiques vous avez besoin de modifier une de ces informations. Les baux d'adresse, ici vous verrez les équipements et les adresses qui sont déjà attribuées à des équipements. Pour l'instant, nous n'en avons pas. C'est pour cela que ce champ est vide. Pour les réservations, il s'agit d'une partie où nous pouvons déterminer quelle adresse sera attribuée à un équipement particulier de façon automatique à chaque fois. Pour cela, vous aurez besoin d'avoir l'adresse MAC de l'équipement en question et vous pouvez par exemple essayer d'ajouter une réservation. Vous allez choisir l'adresse que vous voulez qui doit être attribuée de façon automatique à cet équipement à chaque fois et pour identifier l'équipement en question, vous utiliserez son adresse MAC. Nous ne le ferons pas dans le cas de notre exercice. Donc, nous allons nous arrêter à ce niveau et là, tout est OK, notre serveur DHCP est prêt. Là, si nous revenons sur le tableau de bord de notre gestionnaire de serveurs, nous verrons que au fur et à mesure que nous ajoutons des rôles, ils apparaissent au fur et à mesure dans notre tableau de bord. Et également ici, les carrés qui vous donnent l'état de chacun de ces rôles. Là, nous avons des DHCP DNS que nous n'avions pas au début. Donc, voilà. Nous rentrons sur notre énoncé pour voir quelle est la prochaine étape. Donc, l'étape de création de l'option DNS a déjà été effectuée. C'est l'option DHCP DNS que nous avons configurée tout à l'heure. Et puis, il nous est demandé de redémarrer le service DHCP. Donc, pour redémarrer le service DHCP, nous pouvons exécuter la commande service.msc que vous connaissez déjà. Et nous aurons la liste des services
Et vous pouvez aller à ce niveau, fouiller les services de serveur DHCP et puis procéder au redémarrage, ou même si c'est pas toujours recommandé, vous pouvez redémarrer le serveur entier. Voilà, on a le service serveur DHCP qu'on peut redémarrer tout simplement. Comme je disais, il faut aussi redémarrer le serveur tout entier. Tous les services redémarreront, mais dans le cas des serveurs, c'est pas toujours indiqué de redémarrer les serveurs à chaque fois que vous avez un service à redémarrer. C'est un manque de professionnalisme et ça voudrait dire que vous ne savez pas très bien ce que vous faites. Donc ensuite, en étape 11, il est question pour nous d'effectuer, de créer les unités d'organisation telles que définies dans l'arborescence proposée. Donc nous revenons donc à l'aide de cette arborescence. Dans TIC.local, nous devons créer 3 unités d'organisation, à savoir étudiants, enseignants, staff. Nous aurons dans étudiants à créer ingénieur, puis dans ingénieur 2SI 3, 2SI GL, puis dans enseignant permanent vacataire, puis dans staff administratif et financier. La difficulté avec le mode graphique, c'est que ça prend beaucoup de temps de le faire, d'où l'importance de le faire en PowerShell. Mais bien sûr, notre vidéo ayant pour but de vous faire voir déjà comment ça se passe en mode graphique, nous allons prendre la peine de le faire. Donc, nous venons de notre gestionnaire de serveur, nous allons essayer d'accélérer, la vidéo se rallonge. Nous allons dans Outils, Utilisateur Ordinateur Active Directory. Puis, nous allons faire un clic droit sur notre domaine et puis nous allons créer, nous allons à nouveau et puis nous aurons là unité d'organisation. Donc, nous créons donc l'unité d'organisation qui nous intéresse, étudiant. Ensuite, nous refaisons la même chose, nous créons l'unité d'organisation enseignant. Ensuite, nous créons l'unité d'organisation staff. Maintenant que vous savez le faire, on va rapidement procéder aux autres créations. Dans étudiant, donc je me place au niveau d'étudiant. J'effectue la même tâche pour que l'unité d'organisation soit une sous-unité d'organisation de l'unité étudiant. Là, je mets ingénieur. Voilà, et immédiatement, je peux aller dans ingénieur, créer unité d'organisation 2SI3. Ensuite, créer l'autre unité d'organisation qui va s'appeler GL3. Dans enseignant, nous avions bien sûr comme unité d'organisation permanent pour les enseignants permanents et vacataire pour les enseignants vacataires. Dans staff, nous avons le staff administratif et le staff financier. Donc là, nous avons administratif et ensuite financier. Voilà, ensuite, notre arborescence est créée et elle est conforme. Donc maintenant, nous allons procéder à la prochaine étape qui correspondait à créer les utilisateurs dans les unités d'organisation selon le tableau. Bien sûr, nous n'allons pas créer tous les utilisateurs. Vous le verrez vous-même. La création d'un utilisateur est assez longue. Donc, vous le ferez vous-même pour tous les utilisateurs au besoin. Mais le but ici est de vous montrer quelle est la difficulté de créer un utilisateur à chaque fois. Donc là, pour créer l'utilisateur, nous allons prendre un utilisateur par UO dans le tableau. Donc chez GL3, nous prenons le premier utilisateur. Donc nous nous mettons dans l'unité d'organisation GL3. Faisons un clic droit et nous allons à nouveau et cette fois nous choisissons utilisateur. Donc le prénom de l'utilisateur, nous allons essayer de disposer l'information côte à côte pour pouvoir
y aller rapidement. Son prénom, c'est Jires. Son nom, c'est Nkonga Ngejip. Voilà. Son login d'ouverture de session sera Nkonga. Et là, ce sera tout. Nous pouvons cliquer sur suivant. Comme mot de passe, nous avons GL, G majuscule L, 3, arrobas 2022, que nous reproduisons, GL 3, arrobas 2022. Et puis nous pourrons choisir d'imposer à l'utilisateur de changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Et puis c'est terminé. Donc là, vous voyez que l'utilisateur GRS apparaît bien dans GL3. Dans 2SI, nous créons l'utilisateur Yacha Beto Francine. Donc, clic droit, nouveau utilisateur. Et puis son prénom c'est Francine. Son nom c'est Yacha. Pardon. Beto. Nom d'ouverture de session FYacha. Nous poursuivons. Mot de passe. Là, par défaut, nous avons mis le même mot de passe à tous les utilisateurs. Ce qui, bien sûr, ne sera pas le cas en environnement de travail. Ou alors, vous pouvez le faire, mais à chaque fois, vous devrez imposer que l'utilisateur change de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Voilà, donc voilà comment s'effectue la création d'un utilisateur. Vous pouvez faire la suite pour chacun des utilisateurs, mais vous voyez le temps que ça vous prend de le faire pour le nombre d'utilisateurs que nous avons là, une vingtaine. Ça vous prend assez de temps, donc on va procéder à la prochaine tâche qui est maintenant qui s'effectue au niveau des PC. Donc là, nous oublions notre serveur un moment et nous allons allumer un PC pour effectuer son renommage, vérifier qu'il reçoit les adresses par DHCP, ajouter le PC dans le domaine TIC.local, vérifier la présence des PC dans l'unité d'organisation computers et ouvrir les sessions à partir du PC. Donc là, je viens au niveau de mon VMware Workstation et puis je choisis PC Student par exemple, que je vais démarrer. Patientons quelques minutes tant que la machine virtuelle démarre.
Ok, notre système est là. Donc, système Windows 10. Mon utilisateur local est ISIAC. Et bien sûr, nous entrons le mot de passe suivant administrateur local. Donc là, nous avons d'autres programmes tournant en arrière-plan, donc ça justifie la lenteur qui peut être observée. Nous allons essayer d'en éviter quelques-uns. Donc, la vidéo se rallonge. Le PC met autant de temps à redémarrer. Nous allons probablement pauser la vidéo pour ne pas la rallonger. Donc, ok, notre système qui démarre enfin. C'était assez long. Donc nous allons procéder immédiatement au renommage de l'ordinateur. Donc pour renommer l'ordinateur, nous aurons besoin d'accéder également à son explorateur de fichiers qui n'est pas encore apparu. Ok, il est là. Cliquons sur l'explorateur des fichiers. Exactement, la procédure est la même que celle que nous avons opérée dans Windows Server tout à l'heure. Comme vous le voyez, l'équipement a tendance à recevoir déjà des paramètres réseau, mais nous allons d'abord procéder à son renommage tel que demandé. Clique droit sur ce PC, propriété, et nous allons voir déjà le nom qu'il a. Le PC a pour nom Desktop RTLD 111M, qui n'est pas le nom que nous voulons pour notre ordinateur. Nous devons toujours personnaliser les noms de nos équipements pour qu'ils reflètent notre nomenclature interne définie. Donc là, je l'appelle PC Student. Je valide et puis je vais demander à l'équipement de redémarrer pour que soit effectif ce changement. Ok, je redémarre immédiatement. Donc bien sûr, comme tout à l'heure avec notre serveur, nous allons mettre la vidéo à pause le temps que l'ordinateur redémarre pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc les mises à jour qui s'affichent là, c'est juste des changements que nous venons d'effectuer qui sont perçus par le système comme des mises à jour. A tout de suite. Donc notre ordinateur a démarré, nous allons l'ouvrir. Toujours mot de passe
administrateur local. Donc, nous allons maintenant procéder à la prochaine étape qui consistera à déjà vérifier que le PC reçoit les paramètres DNS, les paramètres DHCP. Donc, une configuration IP adresse IP, masque de sous-réseau et probablement d'autres paramètres. Et dès que c'est effectif, nous allons procéder à l'ajout de l'ordinateur dans le domaine. Là, à cause des divers programmes que nous exécutons, la machine virtuelle un peu. Là, nous allons poser cette machine virtuelle ici qui nous consomme des ressources. Ça nous permettra sans doute d'avoir plus de ressources pour une exécution plus rapide de notre client. Voilà. Bon, je crois que nous allons patienter quelques secondes. Si ça traîne toujours, nous allons nous allons poser la vidéo. Nous y sommes. Donc, nous attendons que l'explorateur des fichiers revienne. Et une fois que l'explorateur des fichiers sera là, nous allons vérifier que le nom que nous avons attribué à notre PC est bien effectif, ce qui devrait être le cas, puisque nous l'avons vu avec Windows Server. Tout à l'heure, il n'y avait pas eu de problème. Ici, nous voulons juste vous faire voir que la méthode est pratiquement la même, que ce qu'il s'agisse d'un système client, d'un système serveur au niveau de Windows. Donc, nous patientons encore quelques secondes d'avoir l'explorateur des fichiers. S'il n'apparaît pas, nous pourrons taper la combinaison de touche Windows E pour l'avoir. Donc, qu'il traîne, nous allons exécuter Windows E pour avoir notre explorateur des fichiers. Décidément, le système qui plante un peu. Enfin, nous y allons. Donc, nous avons ce PC dans notre explorateur de fichiers. Faisons le clic droit comme tout à l'heure. Nous allons dans les propriétés.
Et là, nous attendons l'affichage du nom du système, du nom de l'équipement. Et on se rallonge, c'est un peu dommage que les ressources nous posent quelques soucis. Donc, nous attendons que la page système s'affiche, page de propriété système. Ok, donc nous espérons que cette page finira par s'afficher. Nous voyons le système est en train de traiter la requête, mais à cause des ressources, cela ne s'exécute pas rapidement. Donc nous avons donc notre PC student qui est effectivement le nom de notre système. Donc ensuite nous allons immédiatement ouvrir l'invite de commande en exécutant cmd et nous allons vérifier les paramètres réseau que nous avons reçus. Donc là, nous pouvons déjà placer le curseur à ce niveau et nous voyons que l'identité du réseau est bien TIC.local, ce qui prouve qu'il y a des paramètres réseau que nous recevons du TIC.local. Mais pour plus de précision sur les paramètres en question, nous devons effectuer un ipconfig, donc exécuter la commande ipconfig dans l'invite de commande pour voir quels sont les paramètres réseau que nous recevons. Donc là, nous avons l'invite de commande qui apparaît et puis nous exécutons la commande ipconfig. Nous validons sur entrée et là nous avons bien l'adresse 172.16.1.2 que nous recevons. Donc et ensuite nous pouvons faire un ipconfig /all pour voir la plupart des paramètres réseau que nous recevons. Donc là j'exécute et là comme information j'ai tous les paramètres que je reçois. Là j'ai le suffixe DNS TIC.local, ici j'ai l'adresse que je reçois avec son masque de sous-réseau, j'ai le nom de l'ordinateur et là j'ai un paramètre très important qui est l'adresse du serveur DNS. Rappelez-vous que pour ajouter un ordinateur dans un domaine, il vaudrait mieux qu'il ait dans ses paramètres DNS l'adresse du serveur DNS qui doit contacter. Donc nous avons bien là dans les options DNS qui ont été distribuées à notre client l'adresse du serveur DNS et a priori nous devrions avoir aucun problème. Maintenant pour ce qui concerne l'ajout de l'ordinateur en lui-même dans le domaine, nous revenons dans la fenêtre des propriétés système qui est la même où nous avons changé le nom de l'équipement tout à l'heure et puis nous cliquons également sur modifier les paramètres tels que nous l'avons fait quand nous voulions modifier le nom de l'ordinateur et là nous attendons que la fenêtre correspondante s'affiche. Là voilà, nous cliquons sur modifier encore comme tout à l'heure et nous nous retrouvons avec la même fenêtre que nous avons eu tout à l'heure, sauf que cette fois c'est pas le nom qui nous intéresse, il est déjà tel que nous le voulons, mais plutôt nous allons cocher le bouton domaine pour choisir le domaine dans lequel nous voulons intégrer notre ordinateur et il s'agit bien sûr du domaine TIC.local. Dès que c'est fait, nous validons et ensuite il nous sera demandé de produire le mot de passe du compte administrateur de domaine. Bien sûr, pour effectuer cette tâche, vous avez besoin de l'autorisation d'un administrateur du dit domaine. Donc le compte c'est administrateur et le mot de passe c'est le mot de passe de notre compte administrateur de domaine. Donc nous effectuons donc voilà, nous avons ce message qui nous confirme bel et bien que notre ordinateur a été reçu dans
le domaine et bien sûr nous pouvons cliquer sur OK, puis sur OK encore. Voilà, nous avons un avertissement qui nous dit que nous aurons besoin de redémarrer. Nous confirmons le redémarrage et nous y allons. Et pendant que notre ordinateur client est en train de démarrer, nous allons revenir sur le serveur et nous allons essayer, nous allons vérifier que l'ordinateur apparaît déjà dans l'unité d'organisation computers. C'est la tâche qui nous était demandée. Donc là, je me log sur mon serveur. Et là, je viens au niveau de l'unité d'organisation computers. Et là, je vois bien que j'ai PC Student. Donc, il fait maintenant partie de mes ordinateurs, des ordinateurs de mon domaine. Bien sûr, cette unité d'organisation était vide tout à l'heure, au début de la vidéo. Donc là, nous revenons au niveau de notre client. Nous allons poser la vidéo jusqu'à ce qu'il ait redémarré. À tout de suite. Donc là, nous avons notre système qui est présent. Nous avons toujours notre compte administrateur local ESIAC qui se met en premier plan pour le redémarrage, mais nous nous rappelons que tout à l'heure, nous avons créé des utilisateurs dans notre domaine. Donc nous avons par exemple un 2 SI 3 Yachabeto Francine et nous cliquons là sur les propriétés du compte pour nous rappeler quelles étaient ces propriétés de connexion. Donc là nous avons un compte au niveau de l'onglet compte et puis son nom de compte était FIACHA et son mot de passe nous l'avons dans le tableau, il s'agissait de GL 3@2022. Donc nous revenons sur notre PC et ce que nous faisons maintenant c'est nous précédons le nom du domaine. Nous cliquons sur autre utilisateur déjà et puis nous mettons le nom du domaine qui est TIC suivi d'un anti-slash et du nom de compte de l'utilisateur avec lequel nous voulons nous connecter. FIACHA. Et puis nous cliquons sur le champ mot de passe et nous entrons son mot de passe gl3@2022. Il s'agit bien du mot de passe que nous avions dans le tableau tout à l'heure. Et puis nous validons et bien sûr nous recevons un message qui nous dit que le mot de passe de l'utilisateur doit être changé, doit être modifié à la première ouverture de session. Rappelez-vous que au niveau de l'utilisateur nous avions coché ce champ. Donc nous cliquons sur OK. Le mot de passe actuel se met par défaut et puis le nouveau mot de passe nous pourrons l'entrer. Voilà. Changement de mot de passe en cours. Et une fois que le mot de passe aura été changé, la session s'ouvrira automatiquement. Donc, nous revenons pendant que cela se passe à notre fichier, à notre énoncé. Ok, pour voir les tâches réalisées. Donc, nous étions à ce niveau. On a vérifié la configuration DHCP, nous avons ajouté le PC dans le domaine. On a vérifié sa présence dans l'unité d'organisation computer et nous sommes maintenant dans l'ouverture des sessions. Donc, nous revenons sur notre VMware. Voilà, sur notre client, le voilà. Ok, mot de passe a été changé. Nous cliquons sur OK. Et nous voyons le nom de Francine Yachabeto qui apparaît pour l'ouverture de la première session sur dans le domaine à partir de l'ordinateur. Donc là, c'est un compte du domaine qui ouvre la session. Donc, nous pouvons à ce stade dire que nous avons terminé l'étape, tout ce que nous devions faire en mode graphique sur notre tutoriel qui va s'arrêter là. Et puis, nous allons refaire les mêmes tâches
Mais maintenant, en utilisant l'ensemble des commandes PowerShell que nous avons déjà mis dans le document énoncé pour pouvoir le faire. Donc, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous verrons certainement dans le cadre de la prochaine vidéo qui sera consacrée à la manipulation basique des annuaires Active Directory avec PowerShell. Il s'agira bien sûr d'ajouter les rôles et fonctionnalités. Ensuite, il s'agira de promouvoir les serveurs en contrôle de domaine, d'effectuer les atterrissages statiques, d'ajouter les ordinateurs dans le domaine, de créer des unités d'organisation ainsi que divers utilisateurs. Donc, nous allons cependant, avant de conclure cette vidéo, définitivement attendre que la session s'ouvre complètement pour rentrer dans les propriétés système et nous rendre compte que maintenant, nous n'avons plus notre PC dans un groupe de travail, mais il sera dans le domaine TIC.local. Donc, pour cette vérification, nous pourrons la faire au niveau des propriétés système en allant dans l'explorateur de fichiers, en faisant un clic droit sur ce PC, en allant dans les propriétés, et puis nous verrons le nom de l'ordinateur et en dessous, nous verrons le domaine TIC.local auquel le PC appartient. Pardon. Donc, la session étant maintenant ouverte, nous allons attendre que toutes les icônes aient fini d'apparaître. Voilà, nous y sommes. Nous pouvons cliquer sur le bouton démarrer et nous verrons au niveau des utilisateurs, si nous mettons le curseur là, nous avons bien le nom de Francine Yacha, ce qui prouve que nous sommes bien dans cette session. Allons maintenant sur notre explorateur de fichiers. Pour vérifier l'effectivité de l'appartenance de notre ordinateur au réseau, au domaine, pardon. Voilà, ce PC, nous effectuons un clic droit. Nous allons dans les propriétés. Et là, nous voyons PC Student, nom complet, maintenant c'est pcstudent.tic.local. Et nous voyons bien qu'il appartient au domaine tic.local. Sur ce, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à l'ajout des rôles ADDS, DNS et DHCP sur un serveur Windows Server 2016, la création des unités d'organisation des utilisateurs ainsi que l'ajout des PC dans le domaine.